Et puis donc s'achève cette première partie. J'espère qu'elle a été instructive pour vous. Donc je tiens à remercier encore vivement Monsieur Bouchalet et Agnès pour leur analyse et témoignages qui vont nous permettre justement, lors de cette deuxième partie, cette table ronde, d'avoir tous le même niveau d'information et tous un peu les mêmes tenants aboutissants. Donc, pour cette table ronde, on va, comme je le disais, s'articuler autour de 3 axes. On va déjà évoquer l'exercice coordonné, voilà, puisqu'on le sait, on travaille le premier recours aussi dans cette conférence, donc il est essentiel pour nous de l'évoquer. On évoquera ensuite tout ce qui va concerner les outils, les démarches aussi mises en place par les pouvoirs publics. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette régulation de l'offre ? Et puis, on évoquera donc la place et de la participation des usagers. Alors, comme nous l'avons fait pour la première partie, avec Bertrand, à la fin de chaque axe, on vous proposera de prendre la parole, bien entendu. Voilà. Et puis, je ne vais pas faire cette table ronde toute seule, n'est-ce pas ? Donc, j'appelle à me rejoindre Anna Gousset-Jarnot, qui est donc coordinatrice du contrat local santé de Clermont-Ferrand. Rebecca Reynaud, qui est donc à la CPAM du Rhône et qui est sous-directrice responsable de la mission de coordination régionale pour la gestion du risque et la lutte contre la fraude. Daniel Bidot, qui est le vice-président de UFC Que Choisir et qui va nous parler au niveau du réseau santé. Et Maxime Bertolini, donc, qui est coordinateur au pôle santé interprofessionnelle de Saint-Martin-d'Air, que je connais très bien, pour le coup, Saint-Martin-d'Air, et puis adhérent à la FEMA Sora Co. Voilà, et il me manque, bien entendu, Monsieur Rousset, qui est directeur du CRDMS, voilà, et qui connaît donc très bien les lieux, et qui nous fait donc l'honneur de sa présence. Donc, merci à tous, j'espère que vous êtes bien installés. Et puis, on vous remercie, puisque vraiment, on avait à cœur, ça va être très riche, comme échange, puisqu'on a à la fois des opérateurs, des gens du terrain, des gens qui sont là pour représenter des usagers, des gens qui réfléchissent aussi et qui analysent toutes ces données. Donc, un grand merci. Alors, comme je le disais, on va, avant toute chose, évoquer l'exercice coordonné. Essayer de voir un petit peu, comment ça fait partie de la solution pour réduire ces inégalités de santé, mais aussi comment tout le chemin reste aussi à faire. Et donc, pour réduire pour cet exercice coordonné, avant tout, j'aimerais savoir pour chacun d'entre vous, à votre échelle, ce que ça représente, en fait, j'ai envie de dire, en infrastructure, dans vos structures, et puis aussi en externe, en fait, sur un territoire et pour un territoire. Alors, je vais me permettre de vous transmettre un micro, et puis surtout, Madame Reynaud, je vais vous laisser démarrer. Alors, ouais, vous avez en fait les micro-signes, et puis... On m'entend ? Ok. C'est Merci tout. Margot. Juste pour préciser, donc je ne suis pas de la caisse primaire du Rhône, je suis de la direction régionale du service médical. Et moi, en fait, je suis une petite mission satellite de l'assurance maladie au niveau régional qui vise à favoriser la transformation du système de santé et à faire aussi de la maîtrise des dépenses parce qu'il le faut pour sauvegarder notre système de santé. Bon, Voilà, merci de la précision. Non, mais qui est très importante. Merci Rebecca. Voilà. Et puis j'entends aussi le témoignage précédent où on a aussi notre part pour accompagner les usagers dans l'accès aux soins. Et donc pour nous, l'exercice coordonné en interne, alors ça date un peu de ça a été institutionnalisé, en tout cas, avec la loi de 2009, vous savez, la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire. Mais il y avait déjà de l'exercice regroupé, coordonné avant ça. Adrien, tu pourras peut-être réagir, mais initialement, en fait, ça vient du terrain. Et du coup, il y a une philosophie de l'exercice coordonné que je voudrais rappeler. Pour la première fois, les pouvoirs publics, ils ne sont pas allés créer un dispositif très technocrate et le coller au terrain. Au contraire, ils ont dit, OK, les professionnels de santé ont des idées pour s'organiser et favoriser l'accès aux soins. Finançons cela en demandant des contreparties. Donc, c'est vraiment l'idée et la philosophie de l'exercice coordonné, c'est de dire, nous, pouvoir public, on a des exigences d'accès aux soins, de favoriser le bon parcours de l'usager. On demande aux professionnels de santé de faire des projets de santé sur leur territoire, après avoir fait un diagnostic des besoins du territoire, est-ce qu'il y a besoin effectivement de favoriser le parcours des personnes insuffisantes cardiaques, des personnes diabétiques. Les professionnels de santé y travaillent ensemble, tous professionnels de santé confondus,
On sait que le médecin traitant a une place particulière dans la coordination du parcours, mais au final, comme on le dit, avec la transformation du système de santé, de plus en plus, il faut s'appuyer sur d'autres professionnels de santé. Et en échange, l'assurance maladie finance ces structures. Elle dit « Ok, vous faites un parcours diabète, et ben en échange, on vous donne de l'argent pour que vous créiez ce parcours, pour que vous favorisiez ensemble la coordination, le lien ville-hôpital. Et vraiment, nous, notre rôle, c'est de challenger les professionnels de santé qui s'organisent pour qu'ils répondent aux besoins de soins de la population. Donc nous, en fait, cet accès aux soins, on le voit vraiment, on le favorise vraiment à travers cette transformation du système de santé qui se concrétise par ces organisations coordonnées, maisons de santé pluriprofessionnelles, communautés professionnelles territoriales en santé, qui sont d'autres structures. Alors, je ne sais pas s'il faut les définir ou pas, ou c'est le moment rapidement. Alors, peut-être ce qu'on peut dire que c'est une maison de santé pluripro, c'est des professionnels de santé qui se réunissent autour d'une patientèle sur un lieu donné. C'est vraiment une échelle très locale. Une maison de santé, elle va vraiment accompagner une patientèle. Une communauté professionnelle territoriale en santé, c'est une échelle beaucoup plus haute et plus grande. Les professionnels de santé ne sont pas regroupés au sein d'une maison physique localisée, mais ils disent « Ok, nous, il faut qu'on réponde aux besoins de soins sur un territoire donné. Et dans ce cadre-là, on se réunit. » Voilà, donc c'est une échelle beaucoup plus large, mais avec toujours cette idée de répondre aux besoins de soins du territoire au travers de la création de parcours de santé. Merci pour cet éclairage. Je vous laisse la parole, Madame Gousset-Jarnot. Bonjour à tous et à toutes. Pour ce qui me concerne, j'interviens à l'animation du contrat local de santé de la ville de Clermont-Ferrand, qui n'est pas un dispositif d'exercice coordonné, mais qui a pour objectif de travailler la coordination territoriale en santé à l'échelle, en l'occurrence ici de la ville de Clermont-Ferrand. Les contrats locaux de santé sont des dispositifs qui ont été impulsés justement dans le cadre de la loi HPST par les agences régionales de santé. Et à Clermont-Ferrand, on est en train de travailler à la 3e version du contrat local de santé du territoire. Donc depuis 2016, c'est un outil qui sert à animer la vie en santé sur le territoire et à travailler à différents niveaux cette question sur le territoire. Donc effectivement, l'implication des collectivités territoriales, elle n'est pas forcément naturelle sur les questions de santé, mais l'Agence régionale de santé a incité les collectivités à s'emparer de ces outils avec un certain nombre d'acteurs, qui sont des acteurs institutionnels comme l'assurance maladie, mais d'autres collectivités territoriales également, les conseils départementaux qui vont s'en emparer. Et on travaille tous ensemble de concert avec les établissements de santé pour définir des priorités à l'échelle locale en santé sur le territoire. Et tous ensemble, trouver les moyens pour améliorer tout simplement la santé des habitants et évidemment dans le sens de la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Donc les contrats locaux de santé, ils ont pour objectif de travailler en lien direct avec les acteurs de santé du territoire, quels que soient les acteurs de santé, ceux qui agissent de façon directe sur la santé, les professionnels, les établissements de santé, mais également ceux qui agissent de façon plus indirecte, les associations, les structures médico-sociales, tous ces acteurs qui, de façon un peu plus éloignée, font quand même du soin et de la prévention. Et donc tous ces acteurs, les mettre en synergie pour construire ensemble un plan qu'on va porter sur plusieurs années pour améliorer la santé sur la question de l'accès aux droits, l'accès aux soins de santé sur le territoire, sur la prévention, la promotion de la santé et sur les enjeux de santé environnementale qui sont là, évidemment, directement, j'allais dire presque l'ADN des collectivités territoriales au vu de l'ensemble des enjeux et des déterminants associés à ce sujet sur le territoire. Donc mon rôle à moi est de faire en sorte d'animer cet outil et de travailler de concert avec tous ces acteurs qui vont directement effectivement agir sur la santé, qui sont ces acteurs qui mettent en place l'exercice coordonné sur le territoire. Et développer l'exercice coordonné est un enjeu fort du contrat local de santé, du fait des enjeux dont on a parlé précédemment, avec effectivement tous les moyens que sont ceux de la collectivité, que d'aider ces acteurs à se coordonner, à se connaître, à trouver un lieu pour s'associer, se rencontrer, éventuellement construire un projet ensemble, à comprendre aussi les méthodologies, les logiques derrière ces outils qui ne sont pas toujours simples. Quand on est professionnel de santé, on n'a pas toujours la logique de l'Agence régionale de santé pour définir un projet de santé comme c'est attendu. Donc c'est aussi traduire de façon plus concrète les attendus et développer ces outils sur le territoire. Et donc nous, effectivement,
On a travaillé au développement de centres de santé, on travaille à l'accompagnement de la CPTS sur le territoire, on accompagne nos MSP dans la pérennisation de leur activité, parce que c'est l'enjeu, vous l'aviez dit tout à l'heure, il ne suffit pas d'être dans un local pour que tout se passe bien, il faut aussi se coordonner, travailler ensemble et construire autour du patient une dynamique en santé logique et qualitative. Donc c'est voilà, l'enjeu qu'on porte notamment dans le cadre des contrats locaux de santé. Merci, je vais vous laisser la parole à Monsieur Rousset, justement. Mais c'est super qu'on voit que, justement, il y a donc tout cet exercice coordonné et viennent s'imbriquer aussi d'autres entités qui permettent, justement, l'exercice coordonné. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Effectivement, l'idée est de parler d'une autre forme de coordination, sur laquelle vous avez commencé que vous avez commencé à aborder, c'est la question des maisons de santé pluriprofessionnelles. Il ne faut pas évidemment réduire la question de l'exercice coordonné aux seules maisons de santé pluriprofessionnelles, mais je trouve, on en a déjà un petit peu parlé, que c'est un élément intéressant de l'état d'esprit dans lequel on peut être pour essayer de réduire ces inégalités territoriales. 3 mots rapidement. Quoi, pourquoi, comment, en quelque sorte. Le quoi, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une maison de santé pluriprofessionnelle ? Ça n'est pas un exercice classique en groupe, comme on pourrait avoir un cabinet où on est plusieurs. Un cabinet où on est plusieurs, en fait, c'est une coexistence. J'exerce de mon côté, il exerce du sien. On est dans une unité de lieu. Éventuellement, on a des frais en commun, mais c'est une coexistence plus qu'un projet commun. Là, on est dans quelque chose de bien plus fort parce que, déjà, on a certes le pluri-exercice, mais on a surtout une pluriprofessionnalité, comme le nom l'indique. C'est-à-dire qu'on se dit que c'est intéressant, certes, de ne pas être le seul médecin, parce que si je dois partir en vacances, ce qui est quand même normal comme tout à chacun, je vais peut-être le faire plus facilement parce que je sais qu'un autre médecin va pouvoir prendre la suite et qu'on va se coordonner et que quand je suis en vacances, il est à la MSP et que quand c'est lui qui prend ses congés, c'est moi qui suis là. Mais au-delà de la coordination entre médecins, entre professionnels d'un même exercice, d'une même spécialité, c'est aussi la complémentarité avec d'autres professions de santé, le paramédical. Parfois, on voit même des professions qui ne sont pas des professions de santé, comme des psychologues. Alors, où sont les psychologues en termes de catégorie ? Je vous laisserai y répondre. Mais en tout cas, ce n'est pas une profession de santé d'un point de vue juridique, au sens du Code de la santé publique. Et on peut voir, effectivement, des pharmacies parfois. Bref, une diversité qui fait que c'est quand même fantastique pour le patient, pour la personne, parce qu'on a une unité de temps et une unité de lieu sur une quantité de besoins de santé qui sont essentiels. Alors ça, c'est grosso modo le quoi, et j'ai commencé à expliquer le pourquoi. Pourquoi ces structures-là ? Parce que les attentes, les envies, les besoins des professionnels de santé ont évolué. Alors évidemment, il y a le paramètre organisationnel, matériel. Oui, c'est sûr que si je m'installe tout seul, c'est pas le même enjeu que si on s'installe à plusieurs. Et bon, des économies d'échelle pour les moyens, pour les loyers, etc. Ok, bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est la conciliation vie pro, vie perso dont on a commencé à parler. Alexis Bouchalet l'a fait. C'est sûr que si je peux quand même prendre plus de congés et raisonnablement des congés plutôt que de m'épuiser professionnellement et finalement à force de trop vouloir travailler, je ne vais plus travailler, je vais laisser ma patientèle comme ça, c'est fantastique. Mais au-delà, il y a aussi cette idée de projet local de santé, de coordination, dit voilà, on est en lien avec les autorités de régulation, avec les autorités de tutelle, et comment, à l'échelle d'un territoire, on essaye de développer l'offre de santé au mieux. Donc c'est une bonne chose pour les professionnels de santé, c'est évidemment une bonne chose pour les patients, les personnes, la population, et puis c'est une bonne chose pour les acteurs du territoire, acteurs institutionnels. Je parle ici des municipalités, qui essayent souvent de lancer ces mouvements-là, ces initiatives-là. Ça ne marche pas toujours. Soyons clairs. Alors, non pas toujours, non pas quand on l'a lancé, mais quand on réussit à la lancer, parce que les gens ne viennent pas, disent oui, mais je ne peux pas m'installer, je ne veux pas m'installer dans ce territoire, même si je suis persuadé de la pertinence de l'idée initiale. Un dernier élément, pour ne pas prendre trop de temps sur le comment, le comment, j'ai commencé à en parler, mais
Mais il faut réaliser que les MSP ne pourraient pas exister sans le support, y compris financier, des pouvoirs publics. Donc, c'est un outil très intéressant, le MSP. Ce n'est pas un outil magique, pour reprendre ce qui a été dit, mais c'est un outil parmi d'autres qu'il est intéressant de mettre en œuvre. Et quand on voit qu'une MSP créée au bout d'1 mois, finalement, il y a un effet de bouchon, si je puis dire, ça montre que c'était une réponse nécessaire, pas suffisante, bien évidemment, mais une réponse nécessaire. Mais pour ne pas angéliser non plus la chose, il faudrait quand même s'intéresser au modèle économique de la chose, c'est-à-dire que si demain les pouvoirs publics ne financent plus la chose, est-ce que l'organisation tient toujours ? Bon, je n'ai pas la réponse a priori, mais c'est aussi un élément intéressant pour prendre en compte toutes les facettes de cette organisation. Mais ça ne me pose, soyons clairs, aucun souci que les pouvoirs publics ne mettent la main à la poche, pour y trouver de l'argent justement. C'est la finalité des pouvoirs publics. N'oublions jamais que le droit à la protection de la santé, c'est un droit constitutionnellement protégé. Et par principe, les pouvoirs publics sont là pour assurer cette mission de protection de la santé de la population. Donc qu'il y ait une mobilisation financière dans la mesure de ce que les ressources nous permettent d'avoir, n'est-ce pas ? C'est évidemment essentiel au service de l'intérêt général. Merci pour ces précisions et cet éclairage. C'est à vous, Monsieur Bertolini, pour le côté aussi un petit peu opérationnel, puisque vous êtes dans une grande maison de santé pluriprofessionnelle. Oui, une grosse MSP. On est en tout et pour tout 80 professionnels de santé, dont une vingtaine de médecins. Alors, nous, on est installé dans un quartier politique de la ville, donc on est dans un très urbain, donc j'ai moins d'expérience sur toutes les questions rurales. La question, c'est quoi l'exercice coordonné en intra ou en extra ? Pour moi, là, il y a 3 points importants dans la question interne. En tout cas, dans l'exercice coordonné tel qu'on l'entend, notamment à la FEMAZORA. La première, c'est la question non pas du pluriprofessionnel, puisque ça reprend un peu la question d'exercice regroupé et exercice coordonné. C'est pas parce qu'on est ensemble dans la même maison qu'on a effectivement un exercice coordonné, et ça s'applique aussi à maison de santé. L'interprofessionnalité, on l'a défini comme le fait de chacun, en fait, on ne travaille pas à côté, on change un petit peu nos pratiques individuelles pour que ça fonctionne mieux en global. Donc il y a cette remise en cause un peu nécessaire de chaque praticien, de sa pratique, de sa culture professionnelle parfois, pour faire en sorte que l'ensemble fonctionne mieux. L'intérêt d'avoir une structure, c'est-à-dire passer de... Parce qu'on pourrait très bien avoir cette culture, ce fonctionnement-là, sans structure. Le fait d'avoir une structuration, ça permet notamment des embauches. Quand on a une structure, on peut embaucher. Et dans la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé, ça permet notamment des embauches de médiateurs en santé, de travailleurs sociaux qui font un travail magistral. Nous, on en a 2 et on ne peut pas se passer de ça. Quand on est dans des quartiers où il y a des grandes difficultés sociales, l'intrication quasi systématique du social et du médical fait qu'en fait, le temps médical est systématiquement partagé entre des temps au sujet des questions sociales, médico-sociales et médicales. Donc si on veut essayer déjà de mettre des gens compétents en face, parce que les médecins sont compétents sur plein de trucs, mais rarement sur la question sociale, il faut avoir des professionnels qui sont adaptés pour ça. Dans notre vision, il y a aussi l'idée qu'il faut, ou qu'on peut, intégrer les patients et les considérer comme des membres de l'équipe. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais il y a plusieurs niveaux d'implication. Et nous, on va jusqu'à avoir un patient dans notre organe de gouvernance pour pouvoir nous accompagner, avoir des relais avec le territoire, etc. Et en question de territoire, sur la question de qu'est-ce qu'on fait, en tout cas dans l'exercice coordonné, en lien avec, en extra, en extérieur, pour moi, il y a 2 points. C'est justement cette capacité d'être à l'écoute du territoire, travailler dans cette question de on remet nos cultures et nos façons de travailler en question systématique, de manière systématique. Il y a aussi cette idée de dire mais est-ce que ce que nous, en tant que professionnels de santé, on a l'impression qui est nécessaire pour le territoire, pour les patients ici maintenant, est-ce qu'en fait eux ont ce ressenti-là ? Est-ce que la façon dont on l'envisage, ça va être quelque chose qui va être préhensible pour eux ? C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir se saisir parce que, en fait, on a pensé à faire des ateliers de prévention sur X ou Y thématiques et on va les faire de 14 à 7. C'est bien, on ne travaille pas trop le soir. Sauf qu'en fait, c'est une thématique qui touche des travailleurs
et donc des gens qui ne sont pas là. Donc voilà, ça peut être aussi pratico-pratique que ça. Mais il y a aussi l'idée d'avoir des retours d'informations sur des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Le non-recours aux soins, typiquement, qui est quelque chose qui est par essence invisible à nos yeux de professionnels de santé. C'est parce qu'on a en lien avec le territoire, et notamment, c'est l'autre point hyper important, c'est la question des partenariats. On travaille autant que possible avec tous les acteurs du champ social, médico-social et sanitaire, parce qu'on n'a pas l'ambition de répondre à tous les problèmes tout le temps, et qu'on essaye d'exploiter au mieux les ressources qui existent. Et pour ça, il faut qu'on soit justement en lien au maximum avec les acteurs autour. Voilà. Et super, merci, puisque ça me permet, moi, justement, de passer à cette deuxième question qu'on a tous. Et je vous laisser la parole, Monsieur Bidault, sur le côté, bah oui, de manière opérationnelle. Donc, on voit le bien fondé de ces MSP, de ces CPTS, etc. Mais maintenant, au niveau opérationnel, quel cran vous souhaiteriez tout à chacun voir un petit peu passer pour continuer en fait à ce travail qui est mis en place là-bas. Je vous laisse la parole. D'accord. Alors, tout d'abord, peut-être, on va essayer de replanter le décor par rapport à l'usager. C'est-à-dire que pour nous, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord les besoins de l'usager qui doivent être pris en compte, c'est-à-dire peut-être retravailler à partir de lui, et peut-être pas à partir de ce que souhaitent parfois les professionnels, qu'on entend beaucoup plus dans les débats, dans les médias, parce qu'ils ont des caisses de résonance politiques, médiatiques importantes. Donc à l'UFC Que Choisir, qu'est-ce que nous avons fait ? Eh bien, nous avons tout simplement essayé de redonner un petit peu l'aspect du terrain, c'est-à-dire comment ça se passe sur le terrain vraiment. Alors on en a un petit peu parlé, de ces aspects de la désertification médicale qui est quand même une réalité sur la France entière, avec une volonté initiale qui était à la fois celle des pouvoirs publics et j'ajouterais même de certains syndicats de médecins de baisser le numerus clausus à une certaine époque pour éviter la concurrence. C'est une réalité, quelque part. Alors maintenant, tout le monde pousse des cris d'orfraie en disant « non, pas nous, pas nous », mais à l'époque, c'était la réalité. Bon, à partir de là, que faire ? Parce qu'effectivement, désormais, il faut effectivement prendre la situation telle qu'elle est pour trouver des solutions. Alors nous, à l'UFC Que Choisir, on a effectivement, à partir de cette situation, que nous avons évalué au fil des ans. On a commencé en 2012, on a continué avec d'autres études. On a aussi essayé d'analyser quelle était la situation de la médecine de ville en termes d'offres de soins entre l'hôpital et la médecine de ville. Tout ça, ce sont des éléments, on va dire, objectifs que nous avons effectivement portés sur la place publique. Nous souhaitons effectivement qu'on recentre les choses sur l'usager. C'est-à-dire qu'effectivement, l'usager ne soit plus, je dirais, un petit peu pris en compte dans différentes structures, dans différentes possibilités qui sont souvent très intéressantes, mais rarement coordonnées. Ça veut dire que, écoutez, j'avais rencontré Madame Lebaudot dans son ministère et nous lui avions posé la question de savoir s'il y avait réellement un pilote dans l'avion au niveau de la politique de santé. Parce que pour nous, politique de santé publique, ça veut dire travail des pouvoirs publics sur une coordination d'une politique de santé, sur une mise en place d'une politique territoriale. On pourra toujours créer des maisons de santé, on pourra créer toutes les structures de santé qu'on voudra, si on ne les coordonne pas, si on ne les met pas aux bons endroits avec les moyens nécessaires, ce seront les communes les plus riches, les départements les plus riches, les régions les plus riches, qui vont pouvoir effectivement avoir de meilleurs soins pour leurs administrés. Ça n'est pas comme ça que nous concevons la médecine en termes de santé publique. À partir de là, il faut effectivement arriver à trouver des solutions qui soient des solutions coordonnées. Alors, faire confiance à tous les acteurs, effectivement, de la santé publique. Le médecin n'est pas le seul, et il le sait d'ailleurs, puisqu'il est bien obligé de s'aider d'infirmiers, de kinésithérapeutes, de pharmaciens. Tous ces acteurs de la santé doivent être effectivement
intégrés dans cette action pour la santé. Mais je vais vous dire, la santé, ce n'est pas seulement ça. J'ai travaillé pendant 40 ans de ma vie en tant qu'éducateur. Je sais, moi, que la coordination, c'est aussi tenir compte du social. C'est tenir compte de l'état des gens. Quand ils sont en chômage, quand ils sont en difficulté, quand ils sont en précarité, eh bien, la difficulté, ça va être effectivement d'aller vers eux, ou plus exactement de les faire venir vers la santé. Et ça, c'est une vraie difficulté. Donc, quelque part, la coordination, un travail politique, puisqu'il y a et il doit y avoir une politique de santé, et un travail économique, plutôt que de disperser des ressources de manière un petit peu légère et un petit peu partout. Il vaut mieux mettre l'action sur une politique qui soit réellement une politique territoriale de santé efficace. Merci beaucoup. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite réagir ou on laisse la place aux questions? En tout cas, il y a le loisir de réagir déjà entre vous si vous le souhaitez, et puis après, bien entendu, de demander à la salle ce que vous en pensez. Place aux questions? Allez, hop. Alors, ouais, je vais... Alors, 1, 2, 3... 3. Voilà, ça fuse. Oui, bonjour, Olivier Bonnet de la FNAR, Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, moi je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup de structures, beaucoup de gens qui apparemment sont très motivés et qui sont, pas qu'apparemment sans doute. Et moi ce qui m'étonne, c'est qu'on n'avance pas. Je suis tout à fait d'accord avec M. Bidot. On a l'impression que qui pilote l'avion, on ne sait pas. Pour la santé, je ne me permettrai pas de faire la politique. Et que ça fait 20 ans que ça dure et que ça n'avance pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut tout remettre à plat? J'ai un élément de réponse, moi, sur le fait que y ait beaucoup de gens motivés, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens motivés. On est à la FEMAZORA, donc on a quelques hurluberlus un peu excités sur les questions. Mais en fait, je pense que c'est presque la cause du problème. C'est-à-dire que globalement, il y a cette nécessité d'avoir des professionnels de santé engagés, voire militants et hyper motivés pour que typiquement, monter une maison de santé, c'est un travail. C'est monter, construire le projet de santé, réunir l'équipe, faire ce travail de remise en question, c'est quoi notre posture en tant qu'équipe qui est différente de nos postures individuelles, etc. C'est un vrai travail. Et ça nécessite justement des gens motivés. C'est-à-dire que structurellement, c'est pas un fonctionnement qui sera accessible à tous les professionnels de santé. Parce que en fait, il y a un moment où je viens d'avoir un enfant, donc je suis moins motivé. J'ai un problème de vie X ou Y, j'ai une situation qui fait que j'ai pas la disponibilité là maintenant pour le faire. Et puis après, ça a duré un petit moment, 35, 40 ans, ou 45, 50 ans pour un médecin. Est-ce que c'est le moment maintenant de se relancer, de remettre en cause toute la façon dont j'ai travaillé, etc. Ce que je veux dire, c'est que structurellement, il y a beaucoup de choses, et dans l'exercice coordonné particulièrement, qui reposent sur la bonne volonté et l'énergie qui sera mise en plus. C'est-à-dire que pendant un temps, généralement, tout ce qui se fait n'est pas rémunéré. Donc c'est en plus du travail classique qui se fait. Tous les protocoles que M. Bouchalet a présentés, la télémédecine, etc., c'est des choses qui sont construites sur la base du volontariat des professionnels de santé. Donc c'est presque plus le problème que la solution, je pense. Alors, est-ce qu'un autre intervenant ou intervenante veut réagir? Oui. Et après, on prend une deuxième question. Oui. Du coup, pour peut-être répondre à la première qui était, si je me souviens bien, sur pourquoi ça bouge pas. Parce qu'en fait, je pense qu'on touche, et vous l'avez bien dit en introduction, on touche à une culture, en fait, à des changements culturels très profonds. Et vous voyez bien, changer une culture, ça se fait pas en un an, en 10 ans, ça se fait dans un temps très 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 long. On change des cultures, à la fois, on le disait, des usagers, on change la culture des professionnels de santé sur leurs pratiques. Et en fait, ça prend un temps infini. Changement de mentalité, changement de culture, on peut parler, voilà, c'est les mêmes choses.
ça relève de la sociologie, en fait, de la pratique de la médecine. Vous voyez, on parlait qu'il fallait prendre en compte le social, mais on est lent, en fait, dans ce changement de vision et de culture, en fait. Autant les pouvoirs publics, les acteurs publics, et vous, je pense que l'usager, il touche du doigt parce que c'est sa réalité. Donc, il voit très bien ce qu'on pourrait faire, mais ça prend un temps infini. Donc voilà, premier sujet. Et puis le deuxième sujet sur qui pilote l'avion. Vous le voyez bien, c'est très connu en France, mais on a eu tendance à éparpiller les compétences de la santé. On a ce millefeuille administratif et aujourd'hui, ça nous coûte en fait. On voit qu'on arrive parfois, entre l'État et les collectivités, à avoir des logiques concurrentielles évitables. Et c'est là où nous, en tout cas, on a à cœur, à l'assurance maladie, je pense d'autres acteurs, à être vraiment dans des logiques de complémentarité et non pas de concurrence. Mais parfois, on sait très bien que le politique prend le dessus sur l'intérêt public. Et c'est là un enjeu de garantir l'intérêt du public, des usagers, et de ne pas faire passer le politique au détriment du public. Mais parfois, ça arrive, vous le voyez bien, enfin, on le constate dans les collectivités ou ailleurs, hein, même. Mais voilà, nous, on a une vision très nationale, donc on est une administration publique, donc nous, l'intérêt, c'est l'intérêt du public. Voilà, donc effectivement, il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion, mais c'est compliqué du fait de l'éparpillement des compétences aujourd'hui entre l'État, les collectivités, entre les acteurs publics. Donc tout l'enjeu, c'est que nous, en tout cas, on contribue à cette complémentarité en dialoguant avec les acteurs. Donc on y contribue. Mais il y a du chemin à faire. Merci pour cette réponse. Il y a encore 2 questions. Alors, une et 2, et puis on passera à l'autre. Alors, quelle est la réalité ? Je me présente donc Rose Acal, je représente l'UDAF et puis aussi Médecins du Monde. Donc, quelle est la réalité concrète des CPTS, notamment pour le lien hôpital-domicile, le maintien à domicile des personnes âgées, et parce qu'il y a un problème d'accès aux soins qui est réel, et pas qu'en milieu rural, mais également sur Lyon, je peux vous le dire. Et l'accès aux soins des migrants également, parce que c'est une autre population qui a d'énormes difficultés pour accéder réellement aux soins de première nécessité. Et puis, le problème des structures privées qu'on rencontre à l'hôpital et qui interviennent en marge des CPTS. Merci. Alors, on va prendre les 2 questions, et puis comme ça, vous pourrez répondre à qui mieux. Merci. Donc, les CPTS. Alors, oui, Alors, moi, je suis simple usager. J'ai 74 ans. Quand j'avais 20 ans, un médecin travaillait en moyenne entre 80 et 90 heures, c'est ce qui nous était annoncé. Aujourd'hui, quand je fais le tour des médecins, des dentistes, en général, ils travaillent 25 à 35 heures par semaine. Et en tout cas, je suis dans le département de l'Ain, c'est le cas. Hein. Et quand on parle du nombre de jours travaillés dans l'année, c'est entre 150 et 200 jours par an. Alors, je pense qu'il y a un gros travail à faire, c'est aussi là-dessus, parce que c'est des gens qui ont suivi des études de médecine. Ils ont pris peut-être la place de gens qui voudraient faire plus d'ordre de travail. On parle de cadre de santé. Je ne connais pas dans l'industrie des gens qui font des horreurs pareilles. Ben si, c'est juste comment faire pour améliorer ça. Merci beaucoup. Bon, du coup, on va laisser répondre nos intervenants. Je pense que ça a suscité pas mal de questions et de réactions. On prend bien le temps d'écouter leurs réponses, surtout. Je vous écoute. Oui. Sur l'intervention du privé à l'hôpital, c'est vrai qu'à l'UFC Que Choisir, on a constaté effectivement l'intervention de ce qu'on appelle les conciergeries à l'intérieur des hôpitaux et des cliniques privées. Ce sont des services privés qui sont donnés à l'intérieur de l'hôpital. La télévision, vous pouvez même avoir des menus améliorés, vous pouvez avoir des conditions de séjour améliorées. Tout ça étant bien sûr payant. Et prenant le pas sur ce qui devrait être le service interne de l'établissement. C'est plus facile pour l'établissement qui se décharge sur une officine privée de quelque chose qu'il devrait assumer lui-même. C'est légal, mais ce n'est pas forcément efficace pour l'intérêt de l'usager qui va aller à l'hôpital. Et en plus, il va signer parfois des choses dont il n'a pas toujours conscience au niveau de l'engagement, surtout quand il est malade et qu'il arrive. Tout ça, ce sont des choses importantes. Moi, je dirais que effectivement, il faut être extrêmement prudent et extrêmement attentif. Et quand on est représentant d'usagers dans ces structures, ce qui est le cas pour de nombreux
représentants d'usagers qui sont ici aujourd'hui, et de l'UFC Que Choisir, bien sûr, nous essayons d'intervenir sur justement l'amélioration des conditions d'accueil avec une régulation, pour le moins, de ces officines privées qui posent un vrai problème, je dirais, d'accès à tout simplement à une prise en charge personnelle, mais une prise en charge, on va dire, équitable pour l'ensemble des patients. Ça, c'est un problème. Et effectivement, alors sur l'aspect territorial et politique, on n'a pas tout à fait répondu tout à l'heure. Moi, je pense quand même que quand les ministères vous disent mais c'est pas grave, ça va se réguler tout seul, moi je dis non, ça ne va pas se réguler tout seul. Il faut effectivement qu'il y ait un vrai pilote dans l'avion, qu'il y ait une politique de santé, que cette politique de santé soit efficace, qu'on ait des ministres de la Santé qui tapent du poing sur la table à certains moments, parce que c'est nécessaire. Et ça doit être quelque chose d'important. Et en termes de formation, j'ajouterais que du côté des internes, nous, à l'UFC Que Choisir, on a demandé quelque chose, c'est que les internes soient beaucoup mieux considérés dans leurs études par rapport à l'aspect financier de cette prise en charge. Mais j'ajouterais qu'il faut aussi que les professionnels de santé, dans leurs études, intègrent une part, justement, de collaboration avec d'autres professions de santé, de façon à intégrer dès leurs études cette mentalité de collaboration qui n'est pas la réalité sur le terrain. Donc ça, c'est un moyen, effectivement, d'intervenir. Et très bien, et c'est important de le souligner sur le côté intégré pendant la formation. Et puis sur le reste, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir y revenir lors du deuxième axe qui concerne justement la régulation de l'offre, les outils, les démarches. Je vous laisse peut-être réagir sur le côté... Sur voilà, les CPTS. Exactement, CPTS. Merci. Moi, j'ai été directeur du CPTS pendant 2 ans et on fait partie en tant que pôle de l'administration d'une CPTS. On a sur notre territoire, donc en Isère, 14 CPTS qui représentent, si je ne dis pas de bêtises, près ou plus de 80% du territoire qui est couvert. C'est une des difficultés. Alors, juste pour répondre tout de suite sur la question des officines privées, nous, typiquement, en tant qu'inter-CPTS, on a toujours lutté à l'hôpital contre l'utilisation de messageries sécurisées de santé autres que Mon-Sisra, dont on parlait tout à l'heure. Typiquement, là, c'est plutôt nous qui nous battons contre les services hospitaliers qui viennent tous avec leur solution miracle de « on a un outil de coordination génial, sauf que ça fait un outil de messagerie supplémentaire, ça fait un accès supplémentaire qu'il faut avoir pour aller chercher le truc là, ce qui fait qu'en ville, c'est insupportable. » Et là, du coup, on arrive sur la difficulté, la particularité justement de quand on s'appuie uniquement sur les personnes motivées. Il n'y a pas d'empêchement à des genres de dérive avec la mission du privé dans ces structures-là. Là, ça va dépendre de quel... Nous, en Isère, on s'en sort plus trop bien. Alors, le fait que les 3 premières CPTS qui ont été construites, on s'entendait très bien et on a un peu posé le ton, c'est pratique. Ce qui fait qu'on arrive à avoir une forme de coordination, de logique, en tout cas dans la façon dont on s'approche notamment des urgences, de l'hôpital. Mais c'est aussi hyper compliqué de travailler avec l'hôpital. À partir du moment où on veut monter quelque chose, il est impossible de parler avec tous les services en même temps. Typiquement, pour rester sur la messagerie sécurisée de santé, le travail se fait service par service. Il faut aller rencontrer chacun des services. J'ai fait partie d'une cellule au sein de l'hôpital qui se chargeait de la transformation justement des usages numériques, où on allait dans chaque service refaire le pitch de pourquoi c'est important, au-delà de pourquoi c'est illégal de ne pas faire comme ça, mais pourquoi c'est important, qu'est-ce que ça va être. Donc c'est la grande difficulté qu'on a avec l'hôpital, c'est ce fonctionnement service par service, qui fait que c'est un travail de fourmi d'aller service par service, convaincre de l'intérêt de travailler avec les CPTS, de penser. Les CPTS, en plus, il faut comprendre que c'est des organes très neufs, qui doivent aussi intégrer l'idée que imaginer un parcours de retour à domicile avec l'hôpital par CPTS, c'est pas envisageable. Parce que l'hôpital ne va pas discriminer la façon dont ils vont organiser le retour à domicile en fonction du code postal du patient. Voilà. Il y a tout ce travail à nouveau de frottement avec une autre institution, de comprendre les difficultés. Voilà. Je ne pourrais pas parler d'autres départements pour dire qu'en Isère, c'est lent,
Ça, c'est indubitable, mais ça avance. C'est un peu tout ce que vous avez souligné, tout c'est qu'il y a des choses qui se font, hein, mais effectivement, il y a à la fois l'aspect médical et médico-social, et puis voilà, vraiment aussi d'autres compétences. Vous me l'aviez dit lors de notre entretien, que c'est aussi une autre mission, une autre fonction. Donc, merci pour tous ces, voilà, tout ce qui a été évoqué et présenté.